Découvrez PUA, Paris Underwater Adventure, le seul club 100% apnée, 100% pro à Paris intramuros. Inscrivez-vous directement sur l'application PUA, P-U-W-A-P-P. Avec le code Freediving Family, votre première séance en piscine est offerte. Encore mieux, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre premier achat, une initiation en fosse, une séance de coaching ou encore une adhésion au club. Alors n'attendez pas et allez découvrir PUA, Paris Underwater Adventure. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potences amovibles et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la Freediving Family, je suis très heureux de vous présenter un épisode avec la talentueuse, l'unique, la grande Julie Gauthier. Quoi ? Vous ne connaissez pas Julie ? Êtes-vous sûr ? Vous avez sûrement déjà vu ses réalisations aquatiques sur internet, comme la magnifique danse Ama, la vidéo Free Fall avec Guillaume Néry ou encore le clip de Beyoncé, Running, Lose It All. Bref, Julie c'est une star dans le milieu de l'apnée, mais elle est plus que cela. Julie c'est une deep freediveuse avec 2 records de France, une danseuse, une réalisatrice, une chasseuse sous-marine, une fille des îles venant de la Réunion, une féministe, une maman, une prof de danse aquatique. Julie, c'est tout un univers. Elle marque l'apnée moderne avec ses créations audiovisuelles. Elle fait de l'apnée plus qu'un sport. Elle le sublime de façon artistique. À l'image du Grand Bleu de Luc Besson. Julie, à travers ses courts-métrages, a touché des millions d'âmes par la beauté de ses réalisations audiovisuelles. Julie a été à l'origine d'un nouveau type d'art, l'apnée artistique, l'apnée beauté, l'apnée émotion, loin des caps de performance et des tops officiels. Dans cette interview de 1h30, nous revenons sur son parcours, sur l'origine des films Ama, Free Fall, Narcos, sur ses motivations intimes, sur ses mouvements de danse silencieux qui représentent pourtant des cris du cœur. Julie se livre pour vous. Je vous souhaite une belle écoute de ce 33e épisode de la Freediving Family. Julie Gauthier, le parcours d'une apnéiste se métamorphosant en artiste subaquatique. Ça commence maintenant. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue sur la Freediving Family. Oui, merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. D'habitude, je reçois normalement des compétiteurs en quête de performance sportive, en quête de records nationaux, en quête de personal best toujours plus profond. Tu as aussi connu cette période, Julie, lorsque tu Ouais. participais à des compétitions. Et j'ai l'impression que le câble vertical et la quête de performance ne te faisaient pas assez vibrer. Et puis un jour, un peu par hasard, tu t'es retrouvé avec une caméra sous-marine entre les mains. Et ce jour-là, tu ne le savais pas encore, mais tu as écrit une page de l'histoire de l'apnée moderne, avec notamment la vidéo Free Fall, la fameuse chute libre de ton compagnon de l'époque, Guillaume Néry, au cœur du Blue Hole, le Dean's Blue Hole, Hall. voilà, aux Bahamas. Ouais. D'ailleurs, je m'en souviens très bien, Julie. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais avec mon copain Ben et Max. On était dans le CDI au lycée et on était restés tous les 3 bouche bée devant les vidéos. Est-ce qu'à l'époque, tu avais conscience que cette vidéo allait donner un raz-de-marée de vues autour du monde et que ça finirait même en publicité pour Hyundai en Corée du Sud? Bah alors pas du tout. Effectivement, avec Guillaume, on s'est dit qu'on allait faire un petit film de vacances
qui allait forcément plaire aux apnéistes, hein. On s'était rendu compte quand même que le truc avait du potentiel, mais on était loin d'imaginer que ça allait faire le tour du monde et que ça allait dépasser le milieu de l'apnée. Donc une surprise générale. Ah bah, surprise absolue, vraiment, Et, on euh, s'attendait pas et c'est du la tout à ça. première vidéo que t'es faite? Ah, c'est la première fois que je tenais une caméra entre mes mains de ma vie et c'est la première fois que je faisais une vidéo, ouais. Et tu fais un buzz mondial. Mal. Bah, après, c'est chaud, hein, parce que quand tu commences avec ça, il faut garder le niveau pour la suite. T'as eu la pression un peu pour la suite? Non, pas du tout, en fait, parce que c'était pas du tout. Bah, je m'étais pas dit que je voulais faire ça de ma vie, que ça allait devenir mon métier et tout ça. Donc, ça m'a plu. Donc, j'ai eu envie d'en faire un deuxième qui était plus écrit. Donc, j'ai écrit Narcose et j'avais pas vraiment d'attente. J'avais juste envie de vivre l'expérience de faire une vraie réalisation. Parce que c'est vrai que Free Fall, on l'a fait en mode vacances, on l'a fait en mode on n'avait aucune attente, on n'avait rien écrit. Donc c'était pas vraiment un projet ficelé, préparé, Ok, donc c'est vraiment une improvisation. Et c'était total. quoi le contexte? C'était Guillaume qui plongeait pour le Vertical Blue et puis Et c'était une Guillaume était journée au de repos? Vertical Blue. Je crois que je sais pas si ça s'appelait déjà Vertical Blue à l'époque. Bah, en tout cas, il était en compète là-bas. Et moi, je l'avais rejoint parce que ça faisait un an que j'avais arrêté la compétition. Et justement, j'étais un peu perdue en me disant, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je fais plus d'apnée, je fais plus de compète. Notre vie entière a tourné autour de ça. Bah, je me dis, bah, j'ai quand même des compétences, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc, quand on a fait ce film et que bah, ça m'a plu déjà de faire ces images, et en plus qu'on a vu que ça fonctionnait et qu'il y avait vraiment un public pour ça, ben, je me suis laissée embarquer dans cette aventure de l'image. Mais j'avais jamais, effectivement, jamais tenu une caméra ni eu l'idée de faire des films dans ma vie. Et c'était ta caméra à toi ou c'est un pote qui te l'a prêté? C'était à Guillaume, parce que Guillaume s'était pris de passion pour la photographie, et donc il avait ce 5D, c'était le 5D, ouais, à l'époque, avec un caisson, mais lui, il faisait que des photos. Ok. Et en fait, Nietzsche, c'est drôle, parce qu'on était à une soirée, et Herbert nous montre une vidéo qu'il a faite dans une caverne sous-marine, et on a trouvé ça sublime. Et il avait exactement la même caméra que nous, enfin que Guillaume. Et donc là, Guy, il me fait oh là là, mais c'est trop génial. Et si nous, on faisait un film? Je fais ouais, d'accord, mais moi, j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, il me dit oh, t'inquiète, les réglages, c'est facile. Tu regardes dans la petite lucarne là. Si tu veux que ce soit plus foncé, t'appuies en haut, plus clair, t'appuies en bas, et puis tu mets dans l'image et basta. Et c'est comme ça qu'on l'a fait pendant 4 jours, en fait. Lui, il s'entraînait le matin. Et l'après-midi, on allait tourner. Ok. Donc une petite improvisation qui devient un raz-de-marée mondial et derrière qui a ouvert un nouveau métier pour toi. Il y a eu Ouais, Narcos, qui était, comme tu le disais, beaucoup plus travaillé. Il y a eu, bien entendu, One Breeze Around the World. Et ouais, il y a eu le fameux clip de Beyoncé, euh, Lose It All de Naughty Boy, Beyoncé et Haro Benjamin, que tu as ouais, co-réalisé avec Charlie Robin et qui compte aujourd'hui plus de 480 millions de vues sur YouTube et qui met en ouais, scène Guillaume Néry et la championne française Alice Modolo. tout à fait. Julie, je voulais venir parler surtout de Ama, parce que Mhm. personnellement, j'ai été marqué par ta vidéo. Je l'ai regardée, je pense, une dizaine de fois. Et ta danse, elle m'a donné des frissons. Donc, par moments, elle me donne des frissons, parfois, elle me donne envie de pleurer. Et surtout, Mm. elle m'a donné envie de sauter à l'eau pour t'imiter. Ce que j'ai d'ailleurs fait en allant danser avec la championne syrienne Amal, que tu connais bien, euh, Oui. pour réaliser des vidéos de rock sous-marin. Alors, merci Mhm. pour l'inspiration et les émotions. Et sous la vidéo, enfin sous la vidéo Ama sur YouTube, on peut lire ce que tu as écrit pour la décrire. Et tu dis Ama est un film sans parole qui raconte une histoire que chacun peut interpréter à sa manière, selon son propre vécu. Tout est suggéré, rien n'est imposé. J'ai voulu mettre dans ce film ma plus grande douleur en ce monde pour qu'elle ne soit pas trop crue. Je l'ai enrobée de grâce pour qu'elle ne soit pas trop lourde. Je l'ai plongée dans l'eau. Et tu dédies ce Mm. film à toutes les femmes du monde. Dans une Ouais. interview, tu dis aussi le thème est profond, personnel et intime, et j'y exprime une douleur qui m'appartient, mais que je retransmets à travers les mouvements. Julie, j'oserais pas te demander de quelle douleur on parle précisément, parce que cela est de l'ordre de l'intime. Par contre, je voulais te demander si la douleur
t'inspire, enfin, si la douleur t'a inspiré une si belle vidéo, est-ce que la pulsion de joie, elle est moins créative que la douleur? On dit souvent que les artistes sont torturés et que c'est pour ça qu'ils font des choses belles. Et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. C'est vrai que les douleurs sont certes souvent transformatrices, n'est-ce pas? Et elles permettent d'avoir des déclics. Alors que le bonheur est quelque chose dans lequel on s'installe et qui est souvent pas ponctué. Voilà, une douleur, c'est très ponctuel, c'est très fort, c'est très vif. Et c'est vrai que bah, ça peut être très inspirant. Après, il y a d'autres films que j'ai pu faire aussi, bah, Narcos par exemple, qui avait rien à voir avec une douleur, mais qui raconte juste des histoires. Euh, donc tous les biais sont possibles, mais c'est vrai que souvent les douleurs donnent naissance à des choses extrêmement fortes, en tout cas. Bah, en tout cas, c'est réussi avec Ama. Et Je voulais... encore aujourd'hui, et j'ai du mal à... C'est fou, hein, j'ai beaucoup de témoignages comme ça de gens qui me disent qu'ils ont été touchés, qui pleurent, qui, qui, qui ressentent vraiment tout un tas d'émotions à travers ce film. Et bah, j'aurais jamais espéré réussir ce challenge. Et pourtant, c'est ce que j'ai voulu faire, hein. Mais j'ai mis toute mon âme, j'ai mis tout mon cœur. Et je l'ai fait. Après, on dit on fait les films pour soi, mais c'est pas vrai. On les fait quand même pour une audience. Mais j'étais pas dans l'attente, en tout cas, d'avoir cet impact. J'ai juste voulu y mettre ce que j'avais dans le cœur. Et je suis encore hallucinée aujourd'hui de voir à quel point ça a marché. Voilà. Hmm. C'est le beau des cadeaux, c'est que vraiment, c'est eu vraiment cet impact sur les gens. Ouais, c'est universel et puis ça parle toutes les langues au final. Exactement, c'est ça la force du mouvement, au-delà de la parole, c'est bah, de parler à tout le monde. Et aussi, tu vois, là, ce que je disais le petit truc que tu as lu, c'est de laisser libre cours à l'interprétation. Parce que j'avais pas envie de parler de ma propre douleur, et voilà, il y avait exactement ce qui était arrivé, mais dire, bah voilà, toute douleur euh, peut devenir belle, peut être transformatrice, peut amener à de la résilience, en tout cas. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Chaque épreuve est une façon de grandir. Et la réalisation d'Ama, pour toi, ça a été un moment de résilience, un moment d'apaisement? Ça a apaisé ta douleur? Ça a participé en tout cas à mettre en mouvement et donc en mots tout un tas de choses que j'exprimais et surtout de pouvoir le partager. Et je trouve que ça a été la plus grosse libération, c'est de pouvoir, en tout cas après, au niveau de mes proches et des gens un peu avec lesquels je suis intime, de parler de la véritable origine de cette douleur. Et les gens s'ouvrent énormément. Hmm. Et de s'ouvrir, de parler de ces douleurs, c'est ce qui est le plus transformateur et ce qui aide le plus finalement à guérir. Ça Hmm. peut être beau, la douleur. C'est beau de le partager. Faut pas en avoir peur en fait. C'est important ouais, d'en parler. Ama a un appel à parler de la douleur. Ouais. Parce que c'est libératoire. Je voulais aussi demander, Ama, je suppose que c'est une référence aux chasseuses japonaises qui pratiquent l'apnée pour aller au fond de l'eau et Tout à récolter les fait. coquillages, les fruits de mer, les algues, et puis à une certaine époque, les huîtres perlières. Euh, Pourquoi Ama? Et puis, pourquoi tu visais particulièrement les femmes? Pourquoi tu l'as sorti le 8 mars, je crois, le, Ouais, on pour est la d'accord. journée des droits de la Droit femme? des femmes. Ouais. Pendant longtemps, j'ai dit que j'étais un garçon manqué. Depuis petite, je fais beaucoup de trucs de garçon. Je me suis beaucoup battue petite. Je trouvais ça injuste, le statut de nous les femmes, que j'avais l'impression qu'on se marrait moins, qu'on faisait moins de conneries, que c'était moins fun en fait d'être une femme. Et bah, le fait d'avoir ma fille, hein, déjà, m'a beaucoup aidé à prendre conscience de, ben oui, en fait, je suis une femme. Et cette douleur en particulier m'a aussi fait prendre conscience de cette notion de sororité, de cette puissance transformatrice des femmes. Et du coup, j'ai embrassé totalement mon statut de femme et j'ai arrêté de dire que j'étais un garçon manqué, mais que j'étais une fille réussie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai Hmm. dédié aussi ce film, parce que c'est une douleur de femme.
auquel je fais, à laquelle je fais référence. Euh, et c'était pour moi hyper important de le dédier à ça, à cette force féminine. Et les Hamas, pour moi, étaient la communauté qui me ressemblait et que je ne trouvais pas. Hmm. Voilà, moi, j'ai fait une chasse sous-marine. Mon père était chasseur et c'est par la chasse sous-marine que j'ai découvert l'apnée. Et dans ma vie, j'ai rencontré très peu de femmes chasseuses, très peu de femmes qui avaient cet instinct de chasseur-cueilleur. Et pour moi, les hamas représentaient exactement ça. Hmm. Une grosse sororité, d'entraide, de femmes hyper fortes. Qu'on dit, bah oui, elles font un métier d'homme, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que elles sont, voilà, elles vont plonger, elles plongent nues, les hamas dans l'eau Hmm. froide, elles pêchent, ce qui est une activité normalement dédiée aux hommes. Et je retrouvais enfin dire, bah voilà, je peux être une femme et je peux être une chasseuse et je peux continuer à être fière de ce statut d'être une femme en fait. Et j'avais envie de soutenir ça, voilà, dire, vous n'êtes pas seul, on est toute une communauté, elle existe, on est toutes des hamas en fait, Hmm. ces femmes On est forte, on est solidaire et on est une sororité. fortes en faire, on peut subvenir à nos propres besoins, on peut utiliser la mer comme les hommes pour se nourrir. Il y a plein de choses qu'on peut faire. En parlant de femmes, dans ce projet, tu as été accompagnée par une chorégraphe, Ophélie Longuet. Ouais. Comment vous avez travaillé ensemble à l'époque? Parce que bah, plonger dans Y40, dans de l'eau où il n'y a pas de gravité et dans une salle de danse, c'est pas la même chose. Ah non, pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à elle. En fait, moi, donc ma mère est prof de danse. Mhm. Donc j'ai dansé Comment elle s'appelle ta maman? Monique. Eh ben bonjour Monique. Monique. Ah bah, elle sera contente. Je parle beaucoup de la chasse. Et c'est vrai qu'on la cite pas suffisamment. Tout ce côté artistique, ça vient d'elle. Et du coup, j'ai perdu le fil. Ouais. Moi je te disais, donc tu travaillais avec Ophélie Longuet. Oui, donc Ophélie, donc j'ai fait de la danse depuis mes 4 ans jusqu'à 15 ans. Ensuite, j'ai arrêté pas mal de temps et puis j'ai fait plutôt de l'apnée, compète d'apnée. J'ai lâché un peu la danse et j'ai repris à 30 ans. Et à 30 ans, j'ai trouvé cette fameuse prof de danse, Ophélie, qui donnait des petits cours parce que voilà, c'est donner des cours de danse classique. Je vais Mhm. reprendre par la base. Et c'était difficile de trouver des cours, on va dire, de reprise sans se retrouver avec des gamines Ouais. de 15 ans. Et on a eu un coup de foudre toutes les deux, vraiment amical et professionnel. Donc j'ai beaucoup travaillé avec elle. Et quand j'ai voulu du coup faire ce film, que je savais que les mouvements que je devais, de la chorégraphie que je devais créer, devaient raconter une histoire et avoir du sens, je lui ai demandé de m'aider à ça. Donc j'ai commencé par faire beaucoup d'improvisation. Parce qu'avant, effectivement, de construire des mouvements sous l'eau, il faut savoir qu'est-ce qui est possible. Quels sont les mouvements possibles? Parce Mhm. que sur terre et dans l'eau, il y a plein de choses qui sont pas du tout pareilles. Donc j'ai fait beaucoup d'impro pendant un mois, je me suis filmée à la GoPro. Et de ça, j'ai Donc tu t'es sélectionné. filmé à terre ou tu t'es filmé dans piscine? Non, je me suis filmée en piscine. Ouais, ouais, Je c'est me ça, suis ouais, filmée c'est... dans l'eau, en train de faire des impros dans l'eau pour dire, Ok. bah voilà, quand j'improvise, quand je fais du mouvement, voilà à quoi ça ressemble. Il y avait beaucoup de déchets, mais dans ces déchets, j'ai pris un peu l'essence. Et j'en ai fait un petit montage et de 20 minutes là, avec vraiment les plus beaux, la plus belle qualité de mouvement que j'ai donné à Ophélie. Et ensemble, avec ces mouvements, on a construit la fameuse chorégraphie qui devait raconter ce que je devais exprimer à travers ce mouvement. Ok, donc un vrai travail en équipe. Ah bah oui, complètement toute seule, je pense que j'aurais pas du tout, il y aurait pas eu du tout la même puissance parce que voilà, elle en tant que professionnelle du mouvement, elle savait exactement comment je devais exécuter le mouvement, quel Mhm. mouvement pouvait justement transmettre toute cette émotion qu'on avait envie de transmettre. Et est-ce qu'il y a un mouvement en particulier où t'as dit, tiens, regarde, quand tu bouges le bras, les doigts de telle manière, ça veut dire ça? Bah, il y a typiquement, ce mouvement, quand je viens à peine de me lever, et il y a un mouvement où je pars en fait de mon bas-ventre,
et je remonte vers le cœur et j'offre, voilà, comme si j'offre cette douleur qui vient Hmm. du très fond de mes entrailles et que j'offre au monde, donc je me libère. C'est voilà, c'était un des mouvements puissants de Ok, la bah vidéo. ça donne encore plus de sens à ta chorégraphie, ouais, je comprends mieux. Mm. Merci Julie de nous expliquer tout ça. Donc tu parles de sororité. Le nom du podcast c'est Freediving Family. Du coup, Julie, c'est qui ta Freediving Family? Les gens avec qui t'aimes être dans l'eau. Ouais, bah c'est Anne-Maury. Anne-Maury, je sais pas si tu vas l'interviewer, si tu C'est vois qui qui Anne c'est. Maury? Je connais pas. Anne-Maury est une apnéiste qui est au SIPA, qui est partie maintenant dans le Var et qui fait beaucoup de très belles photos sous-marines, qui a été sur les plusieurs championnats du monde. C'est pas une compétitrice, mais c'est une superbe photographe. Et c'est ma sœur de mère. Voilà. Infirmière, elle est devenue maraîchère. Donc, elle fait des photos de potager et des photos de mer. Mais ouais, elle a un cancer. Et donc, du coup, là, elle est beaucoup moins, elle peut aller beaucoup moins dans l'eau. J'ai fait un podcast hier avec Quentin Easy Schwartz, qui est un Ouais. jeune homme de 27 ans qui commence à plonger à 80 mètres et pareil, il s'est remis récemment d'un cancer. Donc c'est vrai que ça touche de plus en plus de Français, c'est fou, hein. Bah, ouais, de monde, hein, même si ça devient vraiment C'est global. c'est pour ça, je dis, il faut profiter de la vie toujours, maintenant, tout de suite. Ouais, c'est sûr. Julie, Anne, j'ai... Anne, ça a été ma binôme de chasse sous-marine. On a beaucoup chassé tous les deux. Et c'était la première fois que je trouvais ma sister avec qui je pouvais vraiment partager cette activité et avec laquelle on s'entendait super bien. Et je me suis jamais sentie aussi bien avec elle dans l'eau. Voilà, on a toujours beaucoup rigolé, on a attrapé très peu de poissons, mais bon, en tout cas, on a beaucoup rigolé. Ok, et ben en tout cas, on passe le bonjour à ta Freediving Family, Anne-Maurice. Je voulais revenir, Et Il y Julie, a ma, il y a- il y a ma fille qui se trémousse là sur le côté et c'est qui me vrai, dit qu'est-ce qu'elle veut dire? et moi, et moi. Ben oui, et maintenant j'adore ma fille Maïlou qui est maintenant, ah mon Dieu, c'était terrible. Elle avait un blocage au niveau des oreilles, elle n'arrivait pas à descendre en dessous de 6 mètres. Non, de 6 mètres, de 1 mètre, alors que son père et moi on est BTV. Un déclic et depuis voilà, elle est comme un petit poisson dans l'eau et c'est vrai que c'est trop génial de pouvoir se retrouver et d'aller dans l'eau dans l'eau toutes les deux. Et Julie, à quand une vidéo avec ta fille qui met en valeur Oh le là là, lien je mère-fille? pas d'y penser là. J'aimerais bien faire ça cet été, Maïlou, hein? On fait un truc cet été. Oui. Ouais, Prochaine vidéo carrément. de Julie Gauthier, la relation mère-fille sous l'eau. Ouais, ouais. Ça lui fait quel âge à ta petite? 13 ans. 13 ans. Ah là là, l'adolescence. Oh, elle est extra. C'est pas parce qu'elle est là que je le dis, pas vraiment. Elle a été horrible petite, donc du coup, j'ai du répit. C'est une super ado. Je l'ai croisé déjà au SIPA pendant le Nice Ice Contest. On D'accord. s'était croisés. Julie, je voulais revenir sur une autre vidéo, One Breeze Around the World. Yes. Vidéo incroyable qui a aussi fait le tour du monde, qui met en image Guillaume Néry un peu partout dans le monde. C'est 12 minutes de film. Pour combien de temps de travail? Combien de pays visités? Combien de prises de tête? Combien de temps en apnée? Wow! Combien de temps en apnée? En tout cas, c'est 6 mois. On avait décidé de vraiment partir en famille. On n'avait pas envie du tout de faire des allers-retours et de prendre 12 milliards d'avions. Donc, on est parti avec Maïlou sous le bras et Guillaume et moi en tour du monde, en fait, pour faire ce film. Donc, il avait sélectionné en amont un peu toutes les destinations. Et on a fait des sauts de puce et on est resté un peu dans les différents endroits où on a fait ce film. Donc, c'est 6 mois, 12 destinations. Nombre d'heures, je sais pas. Prise de tête, jamais. Non, on ne s'est jamais pris la tête avec Guillaume. On a vraiment ça où on pense pareil. On a vraiment une entente professionnelle hyper forte, où on a les mêmes envies, on a les mêmes goûts, où on se comprend en un clin d'œil. Et donc il y a pas vraiment eu de prise de tête. Bon, bah tant mieux. Donc en fait, vous étiez que tous les trois parce que en fait, ça Ouais. sabote ma prochaine question.
Je vais quand même te la poser. Parce que pour réaliser One Breeze Around the World, il faut quand même derrière toute une équipe. Donc il y avait Guillaume, je vois qu'il y avait Morgan le chauffeur, Ben Nardini, Guillaume Ferrand, Non, Morgane Arthur. le faucheur, c'est pas le chauffeur, c'est le faucheur, il fauche le blé. Donc Il y avait Morgane Franck Séguin. alors Morgane et Ben étaient la prod exé et donc ils ont fait tout ce qui est montage. Ok, Donc ça c'était après le tournage et Franck oui, Franck est venu avec nous mais lui il faisait le making of photo. ok. Il faisait un reportage photo. Donc il était pas vraiment directement en lien dans le film. Et il y a eu par contre Wilfried Souza, qui est un pote de La Réunion, et qui lui est venu avec nous à ses frais. C'était petit budget. Il y a Crécy aussi qui nous a financé une Mhm. partie. Et Willow est venu avec nous sur beaucoup de destinations pour faire la sécu. Sécu apnée. Mais sinon, c'est tout. Après, on prenait des sécus sur place, on allait avec les locaux. C'était vraiment le cœur de l'équipe, c'était Guillaume et moi. Ok. Et dans les pays visités, c'était lequel où il y avait la scène de fin avec les cachalots? C'était à Maurice. À l'île Maurice. À l'île Maurice, ils nous ont maudits d'ailleurs, parce qu'après, il y a eu un déferlement de gens qui ont voulu plonger avec les cachalots à Maurice. Et ça a été un peu tout le contraire de ce qu'on voulait, une petite catastrophe écologique. Et je pense que du coup, ils ont vachement réduit les quotas pour aller dans l'eau avec les cachalots à Maurice. Ok. Mm. C'est vrai que vous êtes quand même tellement visible, vous avez beaucoup d'impact, hein. Ouais, Euh, ouais, puis on a un bol de fou. Enfin, c'est extraordinaire les images qu'on a faites. C'était ouais, juste ils sont sublimes. Ouais. improbable. Ouais. Donc, je voulais repartir aussi sur la vidéo Back Elite, le monstre de plastique, et refaire un petit peu un point sur le plastique dans les océans, parce que c'est une catastrophe. On estime qu'il y a environ 8 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans les océans tous les ans, donc ça fait 800 tours Eiffel. On estime Ouais. 5 000 milliards de morceaux de plastique dans les océans. La production mondiale de plastique a connu une croissance exponentielle, passant de 2,3 millions de tonnes en 1950 à aujourd'hui en 2015. On est à 450 millions et ça ne fait que augmenter. Et puis la durée de vie du plastique, c'est 500 ans à l'infini. 40% du plastique qu'on utilise, il est utilisé une seule fois. C'est vraiment du plastique à usage unique. Et à travers le monde, plus d'1 million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute et c'est un des déchets qu'on retrouve principalement dans les océans, sur les plages. Je voulais te demander, grâce à ce film de Dans sensibilisation, l'air, et dans dans l'air l'air, aussi, ouais. partout, dans les poumons. Je voulais te demander, Julie, si tu avais constaté autour de toi, après la diffusion de ce film, un changement dans ton entourage, chez les spectateurs, et toi-même, quel type d'éco-geste tu as intégré dans ta vie? Ou alors des changements, absolument pas, malheureusement. C'est une goutte d'eau dans l'océan, hein, ce genre de film, le pouvoir de ces... En tout cas, En tout cas, c'est le premier film que j'ai vraiment dédié à la cause écologique parce qu'on a toujours fait des films, on va dire, qui étaient principalement, on va dire, entre guillemets, artistiques et qui donnaient envie aux gens, effectivement, d'aller dans l'eau, de protéger les océans parce qu'une fois qu'on met les pieds dans l'eau, ben, forcément, on aime cet élément, on a envie de le protéger. Euh, mais j'avais plus envie de faire juste un film que je mettais en ligne et derrière, il se passait rien, ou il se passait des choses au niveau individuel. Hmm, Et c'est pour ça que je me suis rapprochée d'une prod, donc Imagine 2050, hmm. et l'association On est prêt, qui, eux, derrière, mettent des actions, des vraies actions en place. Parce que moi, on va dire, je crée un peu le rêve, j'attire l'attention, mais je ne sais pas transformer cette attention en action. Donc, je refusais de sortir ce film sans qu'il y ait derrière un soutien pour que que ça se transforme en action. Et il y a eu, en tout cas apparemment, suite au film, parce qu'à la fin du film, du coup, il y a un appel, un call to action, avec un lien qui dirigeait vers leur site internet, Hmm. et où on pouvait signer des pétitions, où il y avait euh, tout un document sur comment déplastifier sa vie, donc les petites choses au quotidien qui permettent en fait de réduire complètement sa consommation de plastique. Donc voilà, moi j'ai pas accès aux chiffres et tout ça. Après c'est vrai que dans la globalité c'est difficile de se dire ah bah oui, depuis Bakelit il y a eu un changement.
J'ai envie de dire que maintenant, euh, il faut juste faire les choses parce qu'on y croit, parce qu'on pense que c'est positif. Et il faut pas se décourager en fait quand on voit derrière que finalement, on a l'impression que ça a pas d'impact réel. Parce que l'impact, il est hyper difficile à voir véritablement. Et au niveau personnel, moi, je fais toujours plus ou moins attention, mais vraiment, j'essaie de toujours essayer d'être sur, sur du local et sur le fait de ralentir. À chaque fois qu'on me dit, bah voilà, si tu as une chose à dire sur un conseil, c'est ralentir. Et c'est exactement ce que l'eau m'a appris. Tu vois, dans l'eau, voilà, on essaie de courir, on essaie de sauter, on essaie de voler, mais tout ça, tout est au ralenti, les mouvements sont au ralenti. Donc l'eau nous apprend à ralentir, et même au niveau de l'apnée. Bah, voilà, ayant fait de la compétition, pour tous les compétiteurs qui sont là, ils savent très bien on peut pas aller trop vite avec la mer. Elle nous rattrape. Donc ça nous apprend la patience. Donc pour moi, le seul geste écologique qu'on puisse avoir, c'est bah, de réfléchir à chaque fois à deux fois à tout ce qu'on consomme et consommer de local et consommer moins. Le déchet, le seul déchet qui, qui, Le c'est meilleur quoi des déchets, déjà? c'est celui que l'on ne crée pas. Merci. Exactement. Et après Donc, la règle des 3 R. Réparer, réutiliser, recycler. ouais, et le recycler, il me dérange, tu vois. Il me dérange de plus Ouais. en plus Il parce y a que ça devient. 9% des bouteilles d'eau plate en plastique qui sont recyclées dans le monde. Donc il y a 91% qui finissent dans la nature, brûlées ou Et enfouies. puis le recyclage, ça crée du microplastique, donc, Mm. et ça déculpabilise. Donc c'est vraiment, mais alors Mhm. vraiment pas une solution, quoi. Mhm. Et puis tout à l'heure, j'ai fait exprès d'utiliser le terme éco-geste parce que c'est un terme que je déteste parce que ça rejette la responsabilité de sauver la planète, on va dire, sur le consommateur, alors que la décision doit à Exactement. 80% venir d'une réglementation et du milieu entrepreneurial. Euh, Ouais. Et ça c'est trop compliqué. Le problème, c'est l'argent. Le seul problème, c'est l'argent. Julie, bon, Ouais. en gros, aujourd'hui, on peut dire que tu es un peu une ambassadrice pour la protection de l'océan. Tu sensibilises à travers, par exemple, ce film. J'ai fouillé tout à l'heure YouTube et j'ai retrouvé le documentaire Génération Chasse en 2009, Ah, j'y ai pensé il y a pas longtemps. Oui. dans lequel tu dis, Je vais pratiquement jamais dans l'eau sans fusil. Je vais dans l'eau pour chasser. Je suis dans l'eau, je suis plus moi-même. Je suis vraiment en... Je suis un prédateur, c'est-à-dire que je suis là, j'ai un partenaire, qui que ce soit à côté de moi, que ce soit mon père, mon petit ami ou peu importe, c'est mon partenaire. Il est là pour me suivre, je suis là pour le surveiller et on est tous les deux là à la recherche du poisson. Et il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus de soucis, on est dans l'eau, je fais partie de cet univers sous-marin, et c'est fabuleux. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je ne le considère pas comme un sport, c'est un mode de vie. Vraiment, je ne pourrais pas m'en passer. Je ne fais pas partie de ces gens qui vont absolument vouloir aller chasser tous les week-ends, se lever à 5 heures du matin pour aller dans l'eau. Je peux passer 1 mois, 2 mois sans chasser, mais j'y reviendrai toujours. Parce que c'est vraiment une partie de moi, c'est un héritage familial, c'est comme ça. Il y a 5 ans, en fait, mon père et mon oncle sont partis chasser. Et mon oncle s'est noyé, en fait. Ils l'ont pas retrouvé et il a eu un accident. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand mon père est rentré à la maison et qui m'a annoncé que mon oncle s'était noyé, je me suis dit que ça serait pas possible, que je pourrais pas retourner dans l'eau, que ça serait trop difficile. Mais lui, il tenait tellement à retourner dans l'eau justement pour pouvoir passer à autre chose, parce que lui, c'est sa passion, il a toujours fait ça depuis toujours. Donc c'est pour lui que je suis retournée à l'eau. Et une fois dans l'eau, aucune sensation de peur ou d'angoisse, retrouver mes sensations, retrouver cet esprit de prédation et plus penser à autre chose, c'était comme avant. est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, tu continues de pratiquer la chasse? Très peu, mais toujours un peu. Mais en fait, j'ai transformé cet esprit de traque et de chasse que j'ai.
Et c'est ce que je dis maintenant. Bah, je chasse plus des poissons, je chasse des images. Hmm. Voilà, je ramène des images. Mais j'adore. J'adore. Bah, ce week-end d'ailleurs, je vais à un week-end chasse sous-marine avec un club qui s'appelle Mordus Spearfishing, qui est qui est dans le Var. Et qui sont hyper respectueux. Ils font aussi beaucoup de sensibilisation. Ils font beaucoup de ramassage de déchets, de choses comme ça. Et c'est des amoureux de cette pratique. Et vraiment, j'ai pas honte de dire que je chasse et pour moi, c'est la plus belle manière de manger du poisson et je ne mange jamais de poisson si je vais pas chasser. C'est-à-dire que j'en mange pratiquement jamais. Ok. Est-ce que tu as un souvenir magnifique de chasse que tu as vécu en France ou à La Réunion? Oui, bah à La Réunion, j'en ai eu plein, des tonnes avec mon père, des prises magnifiques, mais en Méditerranée, bah il y a le roi, hein, le poisson roi qui est le denti. Et j'étais en sortie chasse avec mon pote John, et il m'emmène dans son spot et il me fait descendre en premier. Et donc là, je descends. C'était pas profond, enfin c'est un espèce de tombant qui commence pas profond. Et là, je sens que je fais l'approche parfaite. Donc je descends. Sur 5 mètres, je rase les rochers, À je l'Indienne? descends à l'indienne jusqu'à 20 mètres, et là, je me pose pile poil dans un petit triangle où je suis bien cachée, et il y a juste le fusil qui sort, et là, je me pose, et m'arrive, mais là, le banc de Dunty, mais monstrueux, énorme, et il commence à danser devant moi, et il y en a un magnifique qui me passe devant, et je le tire. Il part à balle. Je remonte en surface et je dis à John, ah, descends le doublé, descends le doublé. Et il me dit, mais c'est quoi? Tu verras, tu verras. Et il descend. Et là, il le double et il remonte avec le poisson. Il avait des yeux, mais exorbités. On a abusé. J'ai jamais fait un poisson aussi gros de toute ma vie en Méditerranée. Voilà, c'était la fierté. Et le soir, ça a été gros barbecue avec Cédric, avec Guillaume, Avec avec Cédric Palerme. Cédric Palerme, tous les potes, parce que la chasse, c'est ça. La chasse, c'est la joie du partage, c'est la fierté. Eh oui, on est fier d'avoir tué un animal, mais c'est surtout parce que après on mange, après on partage, après il y a la fête, et puis ça arrive pas tous les 4 matins, hein. Des Hmm. dentis comme ça, dans ma vie, j'en ai Et fait il faisait qu'un. combien de kilos, Julie? Il faisait presque 6 kilos, je crois. Ok, ouais, ça fait un beau bébé déjà. Un beau bébé, ouais. Je le regardais là sur la bouée. Je fais waouh, là, c'est pas demain la veille que tu reverras un truc comme ça. Et Ouais. pour les auditeurs qui connaissent pas trop la chasse, quand on dit doubler, ça veut dire que son partenaire est reparti tirer une flèche pour garantir que le poisson est bien pris. Ouais. Parce qu'on veut pas qu'il s'échappe, on veut pas qu'il se blesse et qu'après il aille mourir dans un coin. Hmm. Mm. Et Nous sommes les enfants pour finir le poisson, comment tu fais toi? Tu fais le coup de lame à travers les bronchies ou tu fais directement au milieu du crâne? entre les yeux, ouais, au-dessus. J'ai légèrement au-dessus des yeux, des deux yeux. Ouais, tu trouves que c'est la meilleure technique pour finir le... Ouais, ouais. Ouais. Ok. Mais surtout quand les poissons sont gros, du coup je le cale entre les jambes et mise à mort comme les toreros. Et tu n'as jamais été embêté par des requins pendant tes chasses? Aussi, si, si, sous les tropiques, ouais, souvent, ouais. J'aime pas trop, hein. Ouais. Je t'avouerai une fois, Ouais. j'étais à Bora Bora, là je chassais, j'étais tout seul, tout ce qu'il faut pas. Et Ah bah bravo. je m'amuse à Écoutez ça, tirer, les gens. je tire un perroquet et je ne comprends pas, je vois une masse qui bouge, je ramène mon poisson, il n'y a plus de tête. Et en fait, j'avais pas Ouais. vu, il y avait un point de blanche à droite, un point de blanche à gauche et un point de noir en face. J'ai cru que j'étais en Bretagne, mais j'avais oublié que bah, les requins, ils adorent venir manger les poissons qu'on tire. Et c'est pour ça que du coup les chasseurs des tropiques sont ultra précis dans le tir. Parce Hmm. que en fait, ce qui attire les requins, c'est les vibrations. Donc il faut sécher le poisson. Et de toute façon, c'est le truc le plus respectueux. Au moins là, il n'y a pas de souffrance. Il faut vraiment essayer de sécher le poisson, quoi. Donc Hmm. Et on puis la dans certains colorie. cas aussi, si tu le sèches pas, que t'as pas de chance que ton moulinet se met autour de ton poignet, il peut te traîner au fond, quoi. Ouais, ouais, donc c'est dangereux Hmm. et puis c'est plus respectueux pour l'animal, c'est sûr. Julie, je voulais revenir sur Narcos, Ouais. le film que tu as réalisé avec Guillaume Néry, qui raconte cette fameuse étape où on est un peu sous à cause de l'accumulation d'azote. Mhm. Il y a une fameuse scène de mariage qui dure quelques secondes, mais quand on voit cette scène et qu'on connaît le freediving et qu'on connaît un peu le tournage sous-marin,
C'est une Mhm. vraie galère. Combien de freedivers vous étiez et comment t'as géré l'organisation? Alors cette scène, en fait, quand j'ai écrit le film, il y avait tellement de scènes farfelues. J'ai dit, bon, ouah, ce film, il va être compliqué à faire quand même, mais la scène la plus compliquée, c'est le mariage. Et donc, j'ai pris mon pote Jacques Ballard, qui est mon chef Hmm. opérateur, qui est depuis 15 ans maintenant. Euh, et je lui ai dit, mec, j'ai envie de faire ce film, qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, il a adoré, il a kiffé le scénario. Je dis, bah, et par contre, je sais pas si je serais capable de le faire. Je dis, est-ce que ça te dirait qu'on essaye de faire cette séquence du mariage? Si on y arrive et que c'est beau, bingo, l'année d'après, on fait le film. Et donc, la scène du mariage a été faite un an plus tôt. Ok. Ouais. Et pour le coup, un mois de prépa, j'ai appelé Claude Chaps, Claude Chapuis, à la rescousse en disant, j'ai besoin de, je sais plus comment il faudrait compter, mais 12, je pense qu'on est 12 ou 14, il y a 12 ou 14 personnes sous l'eau, sur les bancs assis, sans compter Galou, qui est le prêtre, Hmm. euh, et bah, il y avait Guillaume, et c'est pas moi la mariée. Figurez-vous, je me rappelle plus de son nom, elle va me détester. Guillaume Bref, s'est il me marié semble avec une autre femme alors. qu'il s'est marié avec une autre femme. Bon, après, ça reste une hallucination, donc tout est plausible. C'est pour ça que j'ai mis un masque. Elle a un masque blanc. Et du coup, c'est pas toi qui joues la mariée. Donc, c'est pas moi qui fais la mariée. Et pourquoi c'est pas moi qui fais la mariée? Parce que j'étais enceinte. J'avais mon gros Ah. boubou. Et puis, j'avais besoin, en tant que réal aussi, bah, de gérer un peu l'image et tout ça. Et donc, c'était quand même beaucoup plus pratique d'avoir quelqu'un d'autre à ma place. Donc, j'étais enceinte de Milo. Et c'est toi qui fais l'image quand même, c'est toi qui fais qui filme? C'est Jacques Ballard qui filme Ah. avec la grosse raid que moi je maîtrisais pas du tout à l'époque. Et donc il y a une grosse partie des images qui ont été faites par lui dans ce film. Eh ben merci Jacques. Merci Jacques. Et t'as plongé Donc un petit peu quand t'étais enceinte? j'ai plongé un petit peu, mais je te raconterai après ouais, la scène où je suis enceinte Hmm. dans Narcos, c'était 10 jours avant que j'accouche. Mais non, 10 jours quand même. Ouais, Ah on oui. était à la piscine juste à côté de l'hôpital, ils étaient tous là, elle va accoucher dans l'eau. Et donc, suite à bah, la fameuse scène de mariage, donc c'était ouais, genre un mois de prépa, 12 personnes sous l'eau, je pense qu'on devait avoir 8 personnes en sécu surface, toute Oh la là prépa, là. mettre en place le décor, plomber les chaises, trouver le spot, la bonne profondeur et tout ça. Et je pense qu'on a filmé ça en 2 heures. Hmm. L'eau, c'était fin septembre, je crois. L'eau, elle commence à être bien froide. La pauvre mariée. Ah, putain, la mariée, c'était sa vraie robe de mariage. Sa séparation, c'était hyper mal passé. Donc, elle a dit, je suis trop contente de pouvoir la démonter et la foutre dans l'eau. Comme ça, je fais un trait sur ce vieux mariage. Et donc, du coup, elle a dit sa propre robe de mariée. Donc tout s'est fait comme ça, tout s'est fait avec l'engouement de tout le monde. Claude, il a rameuté tous les potes apnéistes. Moi, j'ai appelé tous les copains. Tout le monde est venu bénévolement. Tout le monde s'est éclaté. J'ai dit, ah, venez habillés avec vos costards, vos godasses, vos machins. Oh non, c'était absolument fantastique, quoi. Ouais. Si un jour t'as Et besoin, n'hésite pas à me demander. C'est avec plaisir que je viendrai faire ouais, le ok. figurant sous l'eau. Du Et coup, donc, bah, ça Julie, fait vite, hein. Donc, j'ai dit à Jaco, bah, banco, banco, banco. Par contre, je lui ai dit, écoute, mec, là, je vais accoucher en janvier. Il faudrait qu'on fasse la séquence de moi enceinte avant. Donc, il y a eu la séquence de femme enceinte. Et l'été d'après, on a fait tout le reste. ok. Donc c'est sur 2 ans que Narcos a été fait. Ça. Si je comprends bien ton parcours, Julie, t'as commencé l'apnée à La Réunion avec ton papa pour aller chercher du poisson. Ensuite, tu t'installes à Nice en coloc avec le fameux Cédric et puis Oui, Guillaume. Tu oui. fais des compétitions d'apnée profondeur jusqu'à réaliser 2 records de France, 65 mètres en poids constant, puis 68 mètres l'année suivante en 2007. Et puis en 2010, tu arrêtes la compétition. Tu prends la fameuse caméra de Guillaume pour créer la vidéo Freefall. Ensuite, tu passes devant la caméra avec Ama. Et maintenant, tu es dans une autre phase, tu es dans la phase de transmission avec ton mouvement, ton école Aquaflow Dance. Ma question, Aquadep.
Aqua Dance Flow? Yeah. Ah, j'ai dit Aqua Flow Dance. Aqua Dance Flow. Voilà. Et ma question, Julie, c'était, j'avais envie un peu de parler de la période de la compétition, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai beaucoup d'athlètes sur le podcast. Est-ce qu'on Ouais. peut faire un voyage dans le temps en 2007 et en 2008 sur tes records? Comment est-ce que tu as vécu ces moments-là? Bah en fait, j'étais complètement perdue. J'étais perdue. À ce moment-là, j'avais quitté La Réunion parce que mon père avait monté la première ferme aquacole de de la Réunion qui n'avait pas fonctionné. Et j'avais rencontré Guillaume. Il était venu à La Réunion avec moi pour que je reprenne l'entreprise. Et finalement, ça n'avait pas été possible. Hmm. Et donc, j'ai quitté La Réunion pour la première fois de ma vie pour vivre en métropole avec lui. Et avec mon master de chef de projet en aquaculture en poche, spécialité restauration récifale, corail tropical. Et je ne me voyais pas du tout travailler dans cette branche en métropole. Je me voyais pas du tout aller donner du granulé à des loups, à des bars sur des fermes aquacoles. Et donc, je ne savais pas du tout quoi faire de ma life. Et en fait, moi, j'ai commencé la compète avant de rencontrer Guillaume. J'ai fait les premiers championnats du monde en 2000 à Villefranche, qui étaient les deuxièmes championnats du monde, je pense, qui se sont faits. Et ça s'était très mal passé pour moi. Et ça m'avait traumatisée. Et du coup, j'avais arrêté. Et Et pourquoi quand ça j'ai s'était mal passé? ça s'était mal passé parce que j'avais fait une espèce de samba. Alors, c'est très Ah drôle. oui. Hmm. Ça, j'ai déjà raconté, mais c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume, Oui, en fait oui. arrivé au championnat du monde. Équipe de la Réunion, on était trois nanas, on était toutes seules, pas de coach, pas d'expérience. On venait de nous donner du nouveau matériel. C'était Beuchat à l'époque qui nous sponsorisait. Donc on essaye tout nouveau, nouvelle panne, nouvelle combi, nouveau tout. On nous balance là-dedans. Et déjà, en testant les palmes et tout, je me sens bizarre, quoi. Hmm. Et puis je m'écoute pas, je dis oh bah c'est la fatigue, c'est ci, c'est là, on trouve toujours des petites excuses externes, n'est-ce pas? Et donc je pars à l'entraînement et sur mon câble, il y a Guillaume Néry, un petit jeune là. On me dit ah ouais, lui, ça va être le prochain. Mais parce que toi, t'es un petit peu plus âgé que Guillaume, c'est ça? Moi j'ai 3 ans de plus que lui. Ah ok, bon, Ouais. ça va. Et donc j'arrive sur le câble. Là, je fais une première descente, machin, deuxième descente, troisième descente. Et là, sur la remontée de la troisième descente, je fais ouh là là. Là, j'avais un espèce de vertige, vraiment. Mais très, enfin, ça ressemblait pas, parce que j'en ai fait d'autres des syncopes après, et, Hmm. on les sent venir, ou c'est pas du tout la même sensation. J'avais des vertiges. Et en fait, j'arrive en surface. Et je fais une samba. C'est la première fois de ma vie que je faisais une samba. Pourtant, je chasse depuis que j'ai 11 ans, hein. J'avais commencé l'apnée un an avant. Et je faisais plus de 40 mètres. À l'époque, c'était dans les meilleures perfs mondiales, hein. Hmm. Donc, c'était trop là, j'avais la fierté, là, j'avais envie de montrer au monde de Hmm. l'apnée c'était Julie Gauthier. Oh putain, l'humiliation totale. Donc, je fais cette première samba. Et qui me récupère ma samba? Mister Neri. Hmm. Hmm. Oh, bah, Et là, c'était le moi, premier bisou. ouais, non, il n'a pas eu besoin, ça va. Juste petite samba, il m'a juste tenue et je suis revenue à moi, machin. Je fais la compète, je baisse déjà ma performance à genre 35 mètres, un truc que je faisais les doigts dans le nez. Moi, je chassais à 35 mètres à l'époque. Ouais. Alors que Ah c'est oui, oh là là, bah oui. voilà quoi, genre des plongées répétées sur 5 heures d'affilée. Donc pour moi, c'était peanuts. Et je suis disqualifiée parce que là, j'ai remis la tête dans l'eau, j'ai regardé les bulles. J'étais clairement pas bien, quoi. Hmm. Alors là, mais voilà, ça m'a dégoûtée. Et Et ça, du c'était coup, en 2000. et ça, c'était en 2000. Et Hmm. d'ailleurs, la seule phrase que Guillaume médite, je lui dis, mais c'est qui ce petit con? Il m'a dit, ah, mais à La Réunion, vous avez des super conditions, vous pouvez plonger tout le temps, pourquoi vous n'êtes pas plus fort? Je me dis, oh putain. Je fais, ah bah lui, vraiment, laisse tomber, quoi. Et donc, je rentre à La Réunion et j'arrête la compète complètement. Et quand je reviens en métropole et que je cherche un endroit où dormir pour trouver, parce que je faisais mon stage de master au musée de Monaco, je dis, bah, la seule personne que je connais, c'est Guillaume. Donc, je dis, je Hmm. l'appelle. Et Guillaume et Cédric étaient en coloc. Je leur dis, vous pouvez m'héberger pour le week-end.
Il me fait, ouais, pas de souci. Et finalement, ils m'ont dit, ah bah non, bah reste avec nous. J'avais 4 mois de stage et je suis restée là-bas et je suis jamais repartie. Je suis encore à Nice, ça fait 20 ans. C'est Cédric Palerme qui racontait ta coloc sur le podcast La tête en Ouais, mer. ouais, ouais. Vous en avez des anecdotes. Hein. On a fait 6 ans de coloc. Hein. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas dû vous Donc, ennuyer. ouais, ouais, la compète. Alors, j'ai pas du tout répondu à ta question. Bah si, si, ça répond. Donc 2000, Samba, pas du tout bonne expérience. Et puis après, en Ouais. 2006, tu reviens à Et ben, Nice. 2006, Guillaume, bah voilà, je sors avec Guillaume qui commençait à percer à l'époque et lui à fond dans la compète. Et lui, il m'avait vu dans l'eau et il me dit, mais non, mais toi, tu as un potentiel de malade. Donc, il faut Ouais. absolument que tu reprennes. Donc, voilà, il m'a rassuré et j'ai repris l'entraînement avec lui et je me laissais complètement guider parce que Ouais. je savais pas trop quoi faire de ma life à l'époque. J'avais ce talent-là, ça se passait bien et je progressais énormément. Mais malgré tout, j'étais tout le temps en train de me plaindre. C'était horrible, hein, les pauvres coéquipiers que j'avais. Enfin voilà, j'étais souvent pas super heureuse, pas contente. Ah si il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas. Et à chaque fois que j'ai battu mes records, en fait, ça me faisait rien. Ah Ça ouais? me, non, ça me faisait ni chaud ni froid. Et je me disais, non, mais il y a un problème. Je ne peux pas être plus affectée par mes échecs que par mes réussites. Je veux dire, Hmm. à quoi? Et en fait, c'est le décès de Loïc qui m'a fait prendre conscience de dire, waouh, est-ce que je suis prête à mourir pour ce sport? Est-ce que j'aime cette pratique au point de donner ma vie pour ça? Il y en a qui sont prêts, hein. Hmm. Il y a des gens qui vivent que pour l'activité sportive. Et bah, la réponse était non. Il y a un truc qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était tourner le regard vers l'extérieur. L'apnée, c'est hyper introspectif, c'est tourner vers soi, c'est les sensations, c'est tout ça. Et moi, mon premier rapport à l'eau, qui était avec la chasse, c'était l'ouverture sur l'extérieur, c'était l'analyse du milieu, c'était voir des choses, attirer le poisson, nager pendant 7 heures, changer de décor. Et en fait, ben, cette joie que j'avais à passer du temps dans l'eau en situation de traque, donc d'être toujours dans l'observation, ben, je l'avais pas finalement Hmm. en chasse sous-marine, en apnée. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça a été très dur pour moi d'arrêter parce que ma vie entière tournait autour de l'apnée. Les entraînements, la vie, le copain, les vacances, tout, tout, tout. Donc arrêter l'apnée, pour moi, ça a été une grosse rupture. Ouais, arrêter l'apnée en compétition, tu veux dire. Ouais, la Ouais. compétition. Parce que tu as quand même poussé de 2006 jusqu'à 2010 pour faire Oui. ta dernière compétition, c'était les championnats du Ouais, monde c'était en les équipe. championnats du monde en équipe ouais, à Okinawa. Okinawa. C'est où Okinawa? C'est Japon? Ouais. Ah ouais, trop stylé. Et je vois que tu avais Ouais. fait 157 mètres en dynamique, 5,13 en statique, et en poids constant, tu as fait 32 mètres seulement. Ben oui, mais parce que j'ai fait une année. Mais à La Réunion, pourtant, vous avez des bonnes conditions. Pourquoi vous n'êtes pas meilleur? Ah, je vais te biter. J'étais plus à La Réunion en plus. J'étais en métropole. Voilà, vivre avec son conjoint apnéiste champion du monde n'a pas que des avantages, n'est-ce pas? Et donc, cette année-là, j'en avais marre de m'entraîner avec Neri, qui a sa manière à lui, hein, très pousse. Ben voilà, il pousse, on faisait plein de vélos en apnée. Je détestais cette manière de faire. Et j'ai dit, ah, et j'en ai marre. Et j'ai demandé à Morgane Bourkis Hmm. de faire mon planning d'entraînement pour cette année-là. Et bon, ça se passe super bien et tout ça, mais j'ai progressé hyper bien, hyper vite. Euh, mais je me suis pas écoutée. Il y a eu un moment où je pense que j'étais en surentraînement et Mhm. même Guillaume me disait, ouh là, je trouve que c'est un peu trop, tu devrais calmer. Évidemment, je voulais pas l'écouter. Hmm. Et j'ai commencé à faire des contre-perfs et avoir des mauvaises sensations que je n'ai pas écoutées parce que les championnats du monde, parce que le machin. Et en fait, arrivé à Okinawa, je fais genre 3 syncopes d'affilée sur les descentes d'entraînement. Mais non. C'est avec Ouais. 3 syncopes. Et à chaque fois, je diminuais mes performances. Hein. Et ben, Waouh. pas un peu le même truc que quand j'avais arrêté l'apnée après les premiers championnats. Pas
pas un truc où on sent que ça vient d'une Hmm. perte physique, quoi. Je sais pas, il y avait autre chose, il y avait cette sensation C'est un de blackout gros. de stress, quoi. Je sais pas ce que Hmm. c'était. Je sais pas ce que c'était, j'ai jamais su, j'ai jamais compris. Mais en tout cas, j'avais beau diminuer les profondeurs, bah, je ressortais mal à chaque fois. Et la dernière descente que j'ai faite, je suis remontée, j'ai sauté dans les bras de comment il s'appelle? Greg Piazzolla, qui faisait ma sécu, Ah, et c'était Greg, ok. ouais, j'ai dit, je l'ai laissé me remonter en surface, et à chaque fois, j'arrivais en bas et je dis, je vais mourir. Je vais pas y arriver, je vais mourir. Ah mon Dieu, c'était horrible, c'était horrible. Et du coup, après ça, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai annoncé très peu. Parce que Hmm. j'ai dit, les gars, je suis désolée, enfin les filles, j'ai dit, je suis désolée, j'y Bah, arrive tu pas. marques 32 points tout de même, hein. Voilà, j'ai dit, soit je fais rien, mais je dis, bah non, je dis, Hmm. voilà, je vais essayer de marquer quelques points. Mais je sais pas, j'étais partie normalement Hmm. pour annoncer plus de 70. Ah ouais, d'accord. Et ouais, Ton ouais. record personnel, il est à combien? Ouais, 72. 72, j'avais fait ça avec Stavros en Grèce. À Kalamata? À Souia, avant on allait à Souia. À Souya, ok. Ouais, ouais. Et parce qu'avant, chers amis, nous ne connaissions pas le mousefil. Eh Et oui. donc, moi, je suis descendue à 72 sans mousefil et au masque. Ah ouais, bravo, c'est propre. Petite Ouais. hola. Je sais que ça devient rarissime, ouais. Et moi, je suis BTV jusqu'au fond, ouais, au On est masque. jaloux là, les BTvistes là. Ah, merci. Et Julie, c'était qui tes coéquipières? Oh là là, la colle. Il y avait qui? Bah, il y avait Alice. Alice Euh, Modolo? Oh, En ouais. 2010? Ah ouais, déjà? Ah ouais. Ok. Ouais. Il y avait Alice et, nom de Zeus, il y avait qui? Brigitte Badegas était déjà là, hein. Oui, je crois qu'il y avait Brigitte. Est-ce qu'il y avait Brigitte? Il y avait peut-être Euh, la femme de Chaps? Non. Ah non, non, j'ai jamais fait de compète avec elle. Ouais, non, c'est les années 2000 ça. Ouais, c'était bien avant. Et il n'y avait pas Aurore? Je sais Ah, plus. Aurore Asso alors peut-être. Ouais, je sais plus. Ok, en tout cas, on retiendra que Julie Gauthier a une très bonne mémoire de ses coéquipiers au championnat du monde de Oh, 2010. allez, moi, les chiffres et les noms des gens, c'est une horreur. Attends. Je t'en ai sorti quand même beaucoup, hein. Ouais. Bon, en tout cas, 2010, fin de la compétition pour toi, et on comprend pourquoi tu prends plus de plaisir. Cependant, tu as quand même deux records de France en 2007 et en 2008. Mm, Donc félicitations, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où on a accès à une quantité de connaissances incroyables qui permet qu'on progresse très vite. mm, mm, Je voulais revenir sur Aqua Dance Flow. ouais. Aujourd'hui, après tout ton parcours, est-ce que tu as un besoin de transmettre? Oui, oui, j'ai besoin de transmettre parce qu'en fait, depuis AMA, ouais, j'ai eu énormément de demandes. Ah, et comment tu t'entraînes? Et est-ce que tu donnes Hmm. des cours? Tout ça. Et en fait, ça me faisait peur. Ça me faisait peur la transmission parce que je me disais, mais mon Dieu, mais toutes ces choses que je fais naturellement parce que j'ai commencé la danse à 4 ans et que j'ai commencé l'apnée à 11 ans. Comment est-ce que je les transmets? Quelle méthode, Et en plus, moi, j'ai fait STAPS, donc j'ai fait des études de sport, donc Hmm. je sais que de mettre en place un cours construit, et là, je dis, meuf, il faut inventer une nouvelle discipline. Waouh, mon Dieu, la quantité de travail. Hmm. Euh, Être dédié à un truc, et aussi, ce qui me faisait peur, c'était la régularité. Je reste quand même une artiste dans l'âme. Et donc, j'aime bien partir à droite, à gauche. J'ai des moments où je fais rien. Et j'ai beaucoup de mal à avoir de la rigueur sur le long terme. Et donc, mettre en place une école, mettre en place une discipline, mettre en place un système d'enseignement, c'était, voilà, tous les jours, tu vas aller donner des cours, tous les jours, tu vas enseigner, tous les jours, tu vas devoir inventer des nouveaux exercices, tu vas devoir te réinventer. Enfin, pour moi, c'était un travail pharaonique. Et je me sentais pas du tout. Et comme les films, ça marchait, que je m'éclatais là-dedans, je me sentais pas du tout prête pour ça. Hmm. En fait, depuis le Covid, il y a un gros essoufflement au niveau de l'image. En plus, j'ai perdu, merci, mes réseaux sociaux, 10 000 followers. Là, je suis en train de ramer à 6 000. Tout le monde m'a oublié. Hmm.
Et donc j'ai beaucoup de mal avec mes dernières productions à les faire connaître. Par exemple, Narcisse, Hmm. il y a très peu de gens qui l'ont vu. Pourtant, Hmm. il reste magnifique ce Et film. pourquoi t'as perdu tes réseaux? C'est pas parce que je l'ai fait, mais je me suis fait, j'ai été piratée, hein, connement, Et t'as et pas j'ai jamais contacté Facebook ou Instagram? le monde entier j'ai contacté. Impossible, Hmm. impossible. Et donc du coup, bah, j'arrive plus. En fait, j'arrive plus à vivre de mon art. J'arrive plus à vivre des films. Mais non, ok, d'accord. Et de plus en plus, je vois des nanas, des mecs qui se lancent dans stage de danse sous l'eau, cours de danse sous l'eau, livre de danse sous l'eau. Je fais Hmm. hop, hop, Oui, hop, oui, oui, hop. oui, oui. Hmm. Oh là là, dis donc. Bah alors, mais Kiki qui a inventé ça, c'est pas possible. Réveille-toi. Et donc, ces deux choses ont fait que, bon, allez, et puis, je sais pas, j'avais le syndrome de l'imposteur, bizarrement, en me disant, ah bah non, bah, t'as jamais enseigné, tu vas Hmm. pas lancer un truc. Je dis, bah non, bah si les autres le font, tu peux le faire. Donc, j'ai commencé à donner des cours ici à Nice, à des copines, pour dire, bon, bah avant de lancer une discipline, est-ce que tu sais enseigner? Est-ce que tu aimes Hmm. ça? Est-ce que ça fonctionne? Et bah, donc, ça fonctionne. Et donc, du coup, j'ai lancé l'info, l'activité au Salon de la plongée en Hmm. janvier, et suivi par Crécy, qui me soutient financièrement et Des au niveau combinaisons. combinaison. Et on est en Hmm. train de travailler sur justement développer du matériel spécifique pour les besoins de la danse sous l'eau. Mais j'adore transmettre. Incroyable, d'accord. Là, j'ai fait 3 4 stages. C'est génial. Ça m'anime. Je suis hyper créative dans les exercices, dans les différents élèves que j'ai en face de moi. J'ai très peu d'apnéistes pour l'instant, bizarrement. Ouais, c'était une de J'ai mes questions. Est-ce que tu as des hommes? j'ai très peu d'hommes et j'en ai eu. Ouais. J'en ai eu deux. Mais c'est une activité, enfin, je veux dire, ça cache, ça fait très gay en final. Parce que j'avais interviewé des gens qui faisaient du mermaiding, et finalement, Ouais. c'est un milieu assez fermé pour les hétérosexuels. C'est plutôt un milieu. Non, euh, mais pire, c'est encore pire. Le mermaiding, c'est Ah oui, oui. vraiment, voilà, c'est difficile de faire Mm. plus efféminé comme pratique. Et c'est pour ça que j'ai pendant longtemps hésité à l'appeler danse, à mettre de la danse dedans. Je voulais l'appeler peut-être mouvement sous l'eau, parce Mm. que Guillaume, quand il évolue, mais c'est de la danse, c'est de l'aquadance flow aussi. Et c'est ce que je fais dans mes cours. Courir, sauter, tourner, voler, Mm. tout ça fait partie de la discipline. Mais pour l'instant, effectivement, vu comment je le vends aussi, bah, à travers Ama, à travers tout ça, c'est vrai que ça attire beaucoup les femmes. Mais je pense que je vais lancer spécifiquement des stages pour les mecs, Pour les pour, bonhommes. Aqua pour les Dance Flow bonhommes, pour les pour bonhommes. montrer voilà, que on peut. Bah, j'ai fait un film qui s'est très peu vu Alors, aussi. si je peux me permettre de donner un conseil, je pense que pour attirer des hommes en Aqua Dance Flow, ça serait Ouais, de créer des duos, genre danser du rock en bas, enfin danser du ouais, ouais, rock, ouais. danser de la salsa. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais sans, tu vois, sans même le truc de danse, j'ai fait un cours que j'ai montré au salon qui s'appelle Grand Master, où je fais du Kung Fu sous l'eau. Et Ok. c'est hyper impressionnant. Et tu vois, et ça, typiquement, c'est pas du tout féminin. On peut faire du combat, on peut faire plein de choses différentes. Mais ouais, ouais, les duos aussi, c'est super intéressant. Mm. Et Monique, alors, elle t'a aidé dans la pédagogie, vu que c'est son métier? Ouais, maman me soutient énormément. Elle m'a aidée sur bah, comment construire un cours de danse, enfin un cours en tout cas. Et parce qu'en fait, dans l'aquadanceau, il y a toute une partie à terre aussi de préparation où je fais bah, de la respiration forcément, où je fais de la rétention et où je fais du mouvement en apnée, mais à sec. Ok. Et donc, travail du mouvement dansé, comment bah, travailler la grâce, l'harmonie, la chorégraphie, retenir une chorégraphie, tout ça avec du travail sur de la rétention. Et donc, tu enseignes sur Nice principalement et tu organises des stages un peu partout dans l'Hexagone. Ouais, ouais, c'est ça. Principalement en piscine et parfois en nature. Principalement pour l'instant en piscine. Et là, je fais un stage en Corse d'ailleurs, il reste des places C'est au quelle mois de période? septembre. Au mois de En septembre. septembre. Sur quelle date? Alors attends, si tu vois les dates. En tout cas, Alors, n'hésitez pas à contacter Julie Gauthier sur 19, ses 20, réseaux. 21.
19, 20, 21 à Bastia, un Marine Diving Center, stage où il y aura une première session piscine, justement préparatoire, le vendredi soir, et après 4 sessions en mer. Ok. Euh, Et ça coûte combien? Ça coûte, bonne question. C'est pas moi qui gère. Il faut voir sur le site. Et tout est prévu, le logement, Ok. la bouffe, voilà, tout est. Vous êtes accompagné sur place. Et il y a Ok. 8 places. Il y a 8 places. Donc on peut aller en septembre en C'est Corse pas. danser avec Julie. Et sinon, Julie Gauthier, dans 5 ans, à l'aube de 2030, elle souhaite être où? Elle souhaiterait avoir monté son académie à Nice. Moi, je rêve d'avoir un lieu. En fait, j'ai plus envie de courir dans tous les sens, aller faire des cours à droite à gauche. Voilà, peut-être 3 à 4 stages, gros stages dans l'année, prendre l'avion, j'en ai marre. Avoir un beau lieu, une belle académie de danse sous l'eau ici à Nice, avec piscine, salle de danse, Ouais. sortie mer, la totale. Et alors, le rêve de Julie, c'est quand même en parallèle de continuer à faire des films et de faire un long métrage. De faire un long métrage. Ouais. D'ailleurs, en parlant de long métrage et d'apnée, est-ce que tu es une fan du Grand Bleu? Oui, oui, j'ai adoré le Grand Bleu, donc je faisais déjà, enfin, je connaissais déjà l'apnée, mais en fait, avant d'avoir commencé, d'avoir découvert l'apnée en 2019, en 2009, non, en 2000 quoi, putain, à La Réunion, quand j'avais 19 ans, voilà, c'est ça, je savais pas que l'apnée était une pratique sportive. Hmm. Donc j'avais aimé le film, moi je savais déjà ce que c'était retenir sa respiration, mais pour faire de la chasse ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ce qui m'a donné envie de faire de l'apnée en tout cas. Ok. Et si tu fais un film, un long métrage, ça serait. T'as déjà une idée de la fiction, de l'histoire? Oh là là, j'ai déjà écrit au moins 3 scénarios, ouais. 3 scénarios. Et Ouais. alors, tu peux nous en parler un peu? Alors, alors déjà, ça serait bien que ça se fasse ça un jour, hein, si quelqu'un m'écoute. Il y a une bande dessinée que j'adore qui s'appelle les Fables nautiques. C'est un truc complètement barré qui se passe dans comme un espèce d'aquaboulevard où il y a toute une population de gens. Ils vivent dans cet aquaboulevard depuis tellement longtemps. C'est un peu fiction, hein. Enfin, c'est complètement fiction d'ailleurs. Et ça fait tellement longtemps qu'ils vivent là-dedans qu'ils ont oublié qu'il y avait une vie en dehors de ce lieu. Donc leur vie entière tourne autour de faire du toboggan, Ok. piscine à bulles, nager, enfin faire plein de trucs. Et là-dedans, il y a une équipe de natation synchronisée. Et dans les nanas, il y en a une seule qui fait la gueule et qui est pas contente et qui veut se barrer de là. C'est la seule de toute cette communauté qui veut sortir, qui est pas contente. Enfin voilà, c'est un peu une satire de la société, hein, hyper hédoniste où on voit plus en fait la réalité et on est que dans le voilà, dans le jeu, dans le plaisir, dans tout ça. Et elle, ça lui plaît pas et elle veut se casser. Et en fait, elle a appris qu'il y a une légende qui voudrait qu'au fond de la fosse de plongée que personne n'a jamais réussi à atteindre, il y a une clé. Et que cette clé serait peut-être ce qui permettrait de sortir. Et donc, il y a toute sa quête pour aller au fond de cette fosse en apnée, parce que c'est une très bonne apnéiste, parce qu'elle fait de la nade synchro. Et toute une quête où il y a, en même temps, il y a des petits fantômes, parce que le complexe a été construit sur un ancien cimetière d'animaux. Il y a un espèce de fantôme, il n'y a pas un fantôme, mais il y a un espèce d'être qui vit sous l'eau comme une espèce de grosse baleine qui mangerait ceux qui se baigneraient la nuit. Enfin, voilà le genre d'histoire que j'aimerais faire. Donc, Ok. rien à voir avec l'apnée, en vrai. Donc, pas de compétition, pas de tout ça. Moi, j'adore détourner l'apnée. C'est ce que je fais dans tous mes films. Je n'utilise jamais l'apnée comme une fin en soi, comme, voilà, je mets jamais en scène des vrais apnéistes, hein. C'est toujours un prétexte, en fait. Et Hmm. j'adore ce que peut apporter le milieu aquatique dans tout ce qui est imaginaire, rêve. C'est ça que je trouve chouette. Ok, bah merci pour ce partage, Julie. Je Je voulais te t'en- proposer, pour cette troisième partie d'interview, les questions loufoques. Ok. Si tu devais être emprisonné dans une cellule sans pouvoir danser pendant un an,
Quel art utiliserais-tu pour t'exprimer? Est-ce que ce serait la poésie, la peinture, le chant, la photo? Que ferais-tu? Quel art. Faire des câlins, me dit ma fille, ça c'est pas un art. Sa fille, pas n'importe qui. Ouais, je dessinais énormément avant. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Et je pense que je ferai du dessin, ouais. Parce que Tu j'adore ferais- la bande dessinée. Voilà. Mon inspiration vient beaucoup, beaucoup, beaucoup des bandes dessinées. Et donc j'aime beaucoup le dessin. Ok, donc pourquoi pas créer des bandes dessinées? Pourquoi pas créer des bandes dessinées, tout à fait. Si demain tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste dans le monde, avec qui le ferais-tu? Lady Gaga. C'est vrai? Eh oui. Mais non, je m'attendais tellement pas à cette réponse. Lady Gaga, pourquoi? Et là, elle vient de faire un truc extraordinaire là qui passe en boucle sur YouTube où il y a elle passait et il y a une fille dans la foule qui lui a dit Go to hell, va en enfer. Et elle est arrivée vers elle, elle a pris son visage entre ses mains, elle lui a roulé une grosse galoche, elle a dit, tu viens avec moi. Voilà, je dis, bah voilà, mon Dieu. Une artiste extraordinaire, complètement décalée, une force, une femme ultra forte. Ça, et Björk aussi, hein. Björk, j'en rêve. Björk, je connais pas. Attends, j'ai honte là. Björk? Non, t'es trop Björk, jeune, c'est pas possible, tu peux pas connaître Björk. j'ai 36 ans. Oh, bah non, t'es pas si jeune. Non. Tu peux pas ne pas connaître Björk. Attends, c'est une Elle artiste, a une chanté qui chanteuse? chante. Elle a chanté quoi? Ils vont te maudire, hein, tous, hein. Ils connaissent tous Björk, hein. Elle a chanté, bah, c'est électro, un peu barré. Voilà, c'est pas des titres, j'ai rien en tête, mais bah écoute, écoute, c'est Ok. fantastique. Et Ouais. avec Lady Gaga, tu ferais quoi, Julie? Ah bah un clip, je vais faire un clip. Je vais faire des clips Ok. avec ces gens-là. Eh ben, La, lâche pas le morceau. la C'est musique, c'est possible. hyper inspirant pour moi. Mm. D'ailleurs, tu vois, tous mes clips, tous mes films sont faits en musique. Mm. Parce que la musique, ça change tout. Ça change toute la dynamique d'un film. Et Mm. donc, partir d'artistes comme ça, qui ont des musiques ultra fortes, et faire de l'image pour coller à leur musique, mais pour moi, au niveau créativité, c'est juste magique. Ça Mm. serait fantastique. Ok. Ben, c'est possible, hein, t'as bien réussi avec Beyoncé. Pourquoi pas Beyoncé, demain Lady Gaga? avec Zazie aussi. Zazie, c'était génial, hein. Oui, avec C'est Zazie, oui. Et aussi avec ouais. un autre jeune homme. Euh, Il y a un clip sur ton YouTube. Ah, avec mon cousin, Oui, avec Jérôme Payette. avec Ouais, Jérôme Payette. ouais, Tu es maman d'une jeune fille qui est à côté de toi. ouais. Si demain il devait t'arriver quelque chose et que tu pouvais laisser un message sur ce podcast, un message qui reste à vie et qu'elle pourrait réécouter quand elle veut, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais ma fille, arrête avec ton téléphone. Je dirais ma fille, suis tes rêves. Suis tes rêves. Ah oui, Monter c'est les quoi tes marches. rêves? Oh là là, voilà, devenir TikTokeuse Non, ou monter les marches de non, c'est Cannes. devenir actrice et monter les marches de Cannes. Oui, si c'est ça tes rêves, bah vas-y, mais il faut se donner les moyens. Mais je veux, Donne-toi les moyens de tes rêves. mais je veux, Il faut se donner les moyens. c'est ce que je fais. Voilà. Alors, Regarde. est-ce qu'elle prend des cours de théâtre? Ben non, ben voilà. Qui Mais aurait il cru? faut l'inscrire Moi, au cours de je m'étais théâtre alors. jamais dit un jour, bah, je ferai des millions de vues en faisant des films sous-marins sous l'eau et je danserai sous l'eau. Donc Et bah, faut bon, qu'on l'inscrive au théâtre maintenant là. Hop, hop, hop. exact. Théâtre. Allez, bim. Action, Bim. réaction. Julie, si tu pouvais voyager dans le temps, où est-ce que tu irais et à quelle époque et surtout pourquoi? Oh là là, j'irai de 11 à 15 ans, j'étais à Mayotte. J'ai vécu 4 ans là-bas et c'est les plus belles années de ma vie. Extraordinaire. Hyper proche de la nature, en mer tout le temps, l'insouciance. Mayotte, à l'époque, c'était le paradis sur Terre. C'était magnifique. Les plus beaux fonds sous-marins que j'ai jamais vus de ma vie. Euh, Bah tout, voilà, c'est cette période-là, à Mayotte. L'odeur de l'ilang-ilang, quand je traversais à l'arrière du truck de mon père, quand on traversait de Soa à Mamoudzou. Voilà. Ça donne envie là. Mm. Que ferais-tu
Si je t'offrais maintenant 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Je finirais ma cuisine. On va lancer une collecte sur Internet pour que tu finisses ta cuisine, Julie, hein. Ouais, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je ferais avec tout ça? Mon Dieu, c'est beaucoup trop. Ouh là là, bah. T'inquiète, moi je prends. Ouais, T'inquiète. Maïlou, elle saurait. 100 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 Mais millions là? attends, Julie, si t'as 100 millions, on l'a construit ta piscine et ton académie, là. Bah oui, ah bah grave, déjà, clair. Et après, je finis, voilà, moi j'ai acheté, je me suis éloignée du centre-ville, je suis à 45 minutes de Nice. J'ai acheté une petite ferme et j'adore ma maison qui est au milieu de la nature. Et donc, je finirai là toutes les milliards de choses que j'ai à finir cette maison. Je prendrai un alpaga, des moutons, une petite ferme. Et ma vie serait entre mon académie, ma petite ferme quand je rentre à la maison et deux, trois voyages pour faire des films. Voilà, ça me suffit, tout à fait. Ah, génial. Eh ben, on prend. Ok. Julie, t'as été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, notamment pour Marianne Aventurier et son compagnon Alex Voyer, qui ont réalisé la vidéo Aquaballet. Yes. Aquaballet splendide, sauvage, doux, et j'oserais même dire de la même puissance que Ama. Et dans cette vidéo, Marianne rencontre de magnifiques raies manta, des requins pointe-noire, des baleines à bosse venant de l'Antarctique après qu'elles aient parcouru 6 000 kilomètres. Donc je voulais tout simplement te demander quelle est ta plus belle rencontre sous-marine? Hmm. Ma plus belle rencontre sous-marine. Essayons de ne pas dire un truc bateau. Ah bah après, t'as le droit, hein. J'ai le Peut-être droit? par battre le dauphin, hein, ouais. Par battre le dauphin? Non, je l'ai jamais vu. Ah ouais. Ouais. Et comme je suis jamais allée à Dahab aussi, ben, tu vois, il Il y a faut des que tu choses. viennes à Dahab, hein. Ben voilà. Et ma checklist, ça, j'ai. On Mais doit viens, faire on monte des. un stage ensemble. On fait Ah ben carrément. Aqua Bah Dance oui. Flow à Dahab. Bah oui. Mais Surtout oui. qu'en plus, je danse un peu. Je sais pas si t'avais vu mes vidéos. Ben oui, oui, j'ai vu du coup, mais j'avais pas fait le lien. Donc d'accord, c'est toi, Kamal. Ouais, c'est mon côté sensible. Alors, réfléchissons, réfléchissons. Tu peux prendre tout ton temps, je peux toujours couper dans le montage. Vous allez voir l'année prochaine, en mai, va sortir quelque chose d'assez énorme. Et notamment, du coup, qui va relater une rencontre que j'ai faite avec une raie manta géante, qui faisait 7 mètres et Waouh. avec laquelle j'ai eu une vraie connexion d'âme. Voilà. Euh, je sais pas, il y avait quelque chose dans le regard de cette manta et le fait qu'elle venait tout le temps, tout le temps, tout le temps vers moi, qui m'a énormément touchée. Et voilà, j'avais peur de ces animaux avant, quand j'étais petite, les diables des mers. Mais maintenant, vraiment, c'est vraiment l'animal marin qui me fait vibrer, qui me fait rêver. Et vous découvrirez à quel point j'ai pu avoir une connexion avec cet animal l'année prochaine. Et cette Raymanta géante, tu l'as rencontrée dans le Pacifique? Socorro. C'est où Socorro? Socorro, ouais, ouais, c'est Pacifique, c'est San Benedicto, ça s'appelle en fait. Socorro, c'est au large de vers Cocos Island, toute cette archipel en face du Mexique. D'accord, en face du Mexique. Mexique ou Costa Rica, Équateur, enfin je sais plus exactement, mais par là, là. Ok, bon bah on a hâte de voir ça en tout cas. Yes. Et sinon, tu fais quand une vidéo avec Inatea? Toi, tu fais du classique et elle fait du hip-hop. Ben oui, oui, bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Ben, je vais l'appeler de ce pas, parce que Maïlou, elle prenait des cours de danse avec elle d'ailleurs, de hip-hop. Bah oui, parce que Et si elle veut être actrice, faut qu'elle danse le hip-hop aussi. j'avais proposé à Inatea il y a un moment là qu'on fasse un peu deux, trois trucs ensemble. Mais il faudrait que je relance l'idée ou un stage commun, en commun d'ailleurs, pourquoi pas. Et vidéo. Ouais, J'ai ça a vu du qu'elle sens. proposait justement une petite conf là, justement sur ce qu'elle a fait des photos là, une expo où elle danse sous l'eau. Oui, avec Céline. Ouais. Non mais il y a trop de choses à faire, trop, trop, trop. Je suis perdue. Je sais plus par où commencer. Du coup, j'ai deux autres jeux, Julie. Les Ouais. questions d'entretien et jeux culture apnée. Et non, j'en ai même un troisième. Voilà. J'adore Je me trop. suis amusé. Pour toi, j'ai passé 3 heures à écrire cette interview.
Donc, je te propose, Prépare ChatGPT pour répondre aux questions. tu sais, je te propose un jeu, tiens, je l'ai jamais fait sur la Freediving Family, le jeu Culture Apnée. Ouais, oh mon Dieu, vas-y. En quelle année Jacques Mayol a atteint les 100 mètres en eau limite? Aucune idée. Ah, Alors, je te laisse trois choix du coup. vas-y. 1967, 1988 ou 1976? Elou a dit 88. 88. Et toi, tu dis quoi, Julie? 76, eh ben, c'est la bonne réponse. Ah! Donc, c'est en 1976. Il a fait ça en Italie avec une gueuse, pour l'anecdote, qui avait un frein de Fiat 500. Waouh. En quelle Son année est mari, sorti le... et c'est Claude qui l'a, cette gueuse, chers amis. Et on l'a Mais, utilisée pour le clip de Crécy, la vraie gueuse. mais Pour non. les... Ouais, ouais, ouais. Pour quel Claude, clip? Claude. Pour quel clip exactement, Julie? On avait fait un petit clip pour Crécy, pour leur, je sais plus combien d'années, là, il y a un petit clip qui tourne où Guillaume, il remonte un peu le temps. Il fait en une seule apnée, il remonte le temps. Et à un moment, il y a Claude qui descend sur cette fameuse gueuse qui est la vraie gueuse de Mayol. Ah, la classe. Ouais. Euh, En quelle année est sorti Le Grand Bleu dans les cinémas? 88, 85 ou 90? 88. Le 11 janvier 88 exactement. Hmm. Et à l'époque, il fera 12 millions d'entrées et 9 millions en France. Classe. Tiens, tout à l'heure, on parlait du mermaiding. En millions de dollars, quelle est la taille du marché de vente de queues de sirène dans le monde en 2023? 158 millions, 69 millions ou 234 millions? Non. Le petit, 158. Déjà, c'est énorme. C'est exactement ça. C'est 158 millions de dollars. C'est énorme, Et c'est un ça truc fait de fou. plus 6% tous les ans. Et on estime qu'en 2030, ça sera 234 millions. Ah non, mais il y a un truc de fou, hein. Qui l'eût cru, hein. Franchement, ce truc de mermaid, là, c'est quand même fantastique, hein. Ouais, J'en ai plein des mermaids qui viennent à mes cours aussi. ouais. C'est une autre manière pour elles d'évoluer sous l'eau. En fait, ça leur donne quelque chose en plus, en fait, pour leur qualité de mouvement, pour ce qu'elles aiment, c'est être sous l'eau et c'est jouer sous l'eau. Donc, c'est une nouvelle forme pour elles, hein, de travail sur leur discipline. Tu fais quand les championnats de France de sirène? De sirène? Ouais. Tu sais que ça existe, un Miss Ouais, Mermaid? non, ça va aller, merci. Sinon, si tu changes de sexe, tu peux toujours faire Mister Triton. Mister Triton. Ouais, je vais demander à mon copain. Laurent, tu veux faire Mister Triton? Non. Julie, quel pays certifie le plus de freedivers AIDA dans le monde? Quel pays certifie? Bah, ça doit être les Chinois. Eh bah oui, c'est la Chine. Ah bah voilà. C'est eux qui font tout le plus, de toute façon. Ouais, mais là, ça fait quelques années, c'est incroyable le nombre de certifications qu'ils font. C'est vrai. Bah, je pense que les sirènes, c'est par là-bas aussi, hein, qu'il y a beaucoup. Hmm. Beaucoup aux États-Unis aussi, d'après les chiffres. D'accord, ok. Bon, il y a une Euh, place pour moi là-dedans, dans ces 158 millions. Que je puisse Comment? finir ma cuisine. Je dis, il y a une petite place pour moi dans ces 58 millions. Eh ben, je te le souhaite. Prends une part de marché. Cinquième question. Quel est le record du monde d'apnée statique avec oxygène? Avec oxygène. Je sais Ouais. pas, je sais, 22, un truc comme ça. 22. Eh ben, il a été battu récemment et c'est le Croate Budimir Buda Sobat Le avec 20. Bouddha, il y c'est a- un vrai nom. Ouais, Budimir Buda Sobat avec 24 minutes et 33 secondes. Excusez-moi, hein, quel intérêt. Ah, ben, tu sais quoi? Rigole, j'ai essayé il y a 2 semaines. J'ai respiré, je crois, 1 ou 2 minutes de l'oxygène et j'ai fait 6 minutes 22. Donc autant dire que Ouais. je suis vraiment pas bon. Mais c'est un petit voyage intérieur quand même, c'est bizarre. T'as jamais essayé? Non, ça me fait peur. Mais tu pourrais tester l'apnée-tech aussi sur tes danses si c'est entre 0 et 6 mètres pour durer plus longtemps. Mais ouais, mais moi, j'aime pas tricher. C'est pour Mais moi, c'est c'est pas pas de la ça. triche, ça serait juste de l'apnée-tech pour une performance. Ouais. Ça serait intéressant, hein? Je sais pas. Imagine si tu peux faire un 3 minutes de danse non-stop, sans montage. Ça devient Mais je suis sûre que intéressant. je peux faire un 3 minutes de danse non-stop sans oxygène. T'as déjà fait?
Non, mais franchement, sur Ama, je faisais des trucs de 30, hein. Ouais, mais ça commence à Ok, faire. ça le fait. Julie, on arrive sur la fin de ce podcast avec le jeu des questions rapides. L'objectif, c'est que tu répondes du tac au tac. Tu as le choix Vas-y. entre deux choses et il faut que c'est réponse instinctive. C'est le burger quiz. C'est Vas-y. exactement ça. Danse ou vidéo? Danse. Colère ou paresse? Paris. Nice ou La Réunion? Nice. Gandhi ou Martin Luther King? Gandhi. Jacques Mayol ou Enzo Mallorca? Mallorca. Pourquoi? Ouais, bah, c'est toujours l'autre, c'est toujours Mayol. Toujours Mayol, ok. Vérité blessante ou mensonge protecteur? Non, vérité blessante. Trop froid ou trop chaud? Trop froid maintenant. Avant, c'était trop chaud, maintenant trop froid, je préfère. Trop froid, ok. Aimer ou être aimé? Ah. Aimer. Athée ou croyant? Croyant. Ah ouais, croyant. Oui, croyant à l'univers, quelque chose, mais pas Ok. forcément à Dieu, mais oui, la magie. Pas forcément une Magie. religion, mais à la force, quoi. Ouais, ouais. À l'énergie. Ok. En parlant de force et d'énergie, si tu devais choisir entre Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Oh, Seigneur des Anneaux. Ah La ouais, base. ok. Team, La base team de la Seigneur base. des Anneaux. Ah ouais. Café ou thé? Café. Café, ok. C'est pareil. Euh, Samba ou Blackout? Je viens de le Rien, rajouter. jamais. Pacifique ou Méditerranée? Pacifique. Nice ou Villefranche-sur-Mer? Villefranche. Villefranche. Et voilà, ça sera ma dernière question, Julie. Quelle est ta citation préférée et pourquoi? Alors, c'est une citation de Anaïs Nin, qui a dit, je n'ai pas peur des grandes profondeurs, mais j'ai très peur d'une vie sans profondeur. Je dois être une sirène. C'est qui a dit ça? Anaïs Nin. Mais je connais Une pas. Oh là là, mais il faut refaire sa culture. Mais Non, c'est très féministe. Anaïs Nin, elle écrit, en fait, elle a écrit des carnets intimes de tous les amants qu'elle a eu dans sa vie. Elle en a eu énormément, amants et amantes. Donc, elle a répertorié toute sa vie sexuelle dans des dizaines de carnets. Et elle dit beaucoup de choses extrêmement profondes, dont ça. Donc, j'ai toujours été étonnée qu'elle dise un truc sur les sirènes. Et donc, comme j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup cette citation. Voilà, qu'elle ok. parle Est-ce que de... tu peux nous la redonner? Alors, elle dit exactement, je dois être une sirène, je n'ai pas peur des profondeurs et une grande peur de vivre sans profondeur. Eh ben merci Julie, je crois que ça sera le mot de la fin. Super. Eh ben merci pour ta participation en tout cas. Ben merci, c'était top. Bon, on a bien rigolé en vrai, hein. Super intéressant, ouais. Super Super cool. agréable. Eh ben j'espère Ouais. qu'on se croisera en France un de ces quatre où tu viens à Dab, hein. Eh ben, c'est parti, hein. J'espère que vous avez aimé découvrir l'histoire et la personnalité de Julie Gauthier. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours au rendez-vous pour votre épisode hebdomadaire. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me faire un petit message si vous avez envie, ça me fait toujours plaisir de vous parler et d'échanger avec vous. Ça me donne des idées pour des prochaines questions, pour des invités. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message, ça fait vraiment toujours plaisir. Merci à Julie pour son temps. Si au fond de votre cœur, vous aussi, vous avez envie de danser sous l'eau, n'hésitez pas à contacter Julie, allez suivre ses stages, sauter à l'eau et danser avec elle. Danser car le mouvement c'est la vie, c'est un magnifique moyen d'expression malgré l'absence de mots. Dansez même si vous avez peur d'être ridicule, d'être moche, d'être pas à la hauteur de vos attentes. Dansons vers nos rêves les plus intimes car la vie est courte et qu'elle peut disparaître sans crier gare. Dansons aussi pour ceux qui ne le peuvent plus. Honorons nos corps en mouvement, peu importe que cela soit de la danse, mais s'il vous plaît, si vous avez quelque chose au fond du cœur qui veut sortir, écoutez-vous et faites-le. Réaliser ses rêves, c'est être responsable, c'est respecter l'enfant que nous étions. Il y a toujours un moyen d'atteindre ses rêves intimes. Je conclurai donc cet épisode
en souhaitant le meilleur à Julie Gauthier et je lui souhaite de réaliser un clip pour Lady Gaga et de réaliser un jour un long métrage. Chers auditeurs, je vous embrasse amicalement et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Amour, paix et CO2. Ciao.